Je vous propose ma communication dont le sujet est l'intérêt que Jules Mazarin, en tant qu'homme du Nord dans l'ordre dans l'ordre politique et dans l'ordre culturel, montra pour la peinture d'Anton van Dyck. Nous rappellerons les contacts directs entre Mazarin et l'artiste. Ensuite, nous examinerons les tableaux du peintre flamand collectionnés par le cardinal, afin de déterminer les critères qui ont pu guider leur acquisition. La relation entre Van Dyck et Mazarin est liée d'abord à la production de portraits en buste de personnages contemporains, commandés à Bernin entre 1635 et 1641. Faute de pouvoir disposer d'un modèle d'après nature, les portraits en marbre étaient réalisés d'après des tableaux. Dans cette confrontation entre les arts, codifiée aussi par les traités, les défis pour les peintres étaient de montrer efficacement, dans une représentation en 2 dimensions, mais dotée de couleurs naturelles, ce que le sculpteur produirait en 3 dimensions, dans des œuvres monochromes. La plupart. Van Dyck, à partir de 1632, après son long séjour en Italie, devient le peintre officiel de Charles Ier d'Angleterre. En 1935, il réalise 3 portraits du roi, habilement conçus pour représenter les différents aspects de son visage. Ils vont devenir les modèles pour un buste en marbre. Bernin va les utiliser pendant l'été 1936. Le buste de Charles Ier fut envoyé à Londres en avril 1937. Il fut malheureusement détruit lors du désastreux incendie de Whitehall en 1698. Pendant la réalisation de cette œuvre, Mazarin vit à Rome. Membre de la famille du cardinal Antonio Barberini, il fréquente assidûment le Bernin. Il ne perd pas l'occasion d'acquérir du prestige en exploitant ses connaissances en art, rôle qu'il entend jouer auprès du roi d'Angleterre, aussi bien que de Louis XIII et du cardinal de Richelieu. Van Dyck, catholique, né à Anvers, une ville récemment revenue à l'église de Rome, artiste déjà de bonne renommée, élevé par Charles Ier au rang noble de chevalier, était justement impliqué dans ce jeu. La création du buste du roi d'Angleterre par le Bernin était l'hommage du pape à un souverain qu'on espérait entrer dans l'influence de l'Église catholique. Depuis 1630-31, Mazarin avait exercé une activité diplomatique de médiateur pour le Saint-Siège en faveur de la monarchie française, dans le cadre général du conflit franco-habsbourgeois et des contrastes impliquant en Italie les duchés de Savoie et de Mantoue. Le buste de Charles Ier d'Angleterre fut un grand succès. Domenico Bernini nous rapporte que la reine consort Henriette, fille de Marie de Médicis et sœur de Louis XIII, écrivit une lettre au Bernin où elle déclarait, je cite, que pour me donner entière satisfaction, je voudrais qu'un buste travaillé par votre main soit réalisé d'après mes portraits. Van Dyck les fournit en août 1638. D'après une lettre du 21 juillet 40, nous apprenons que Lord Montagu demande à Mazarin de solliciter Bernin pour l'exécution du buste de la reine d'après sa peinture, qui d'ailleurs, semble-t-il, ne serait jamais parvenue à Rome. La guerre civile en Angleterre annulera la réalisation. Ce sont des histoires qui n'aboutissent pas toutes. Mazarin s'installe définitivement à Paris le 4 janvier 1640. Un 3e projet va l'engager encore avec Van Dyck. Fait réaliser par le Bernin un portrait du cardinal de Richelieu, avec lequel Mazarin collabore avec assiduité depuis 1634-36. Le véritable objectif que le cardinal poursuit et poursuivra longtemps est de faire venir travailler à Paris le Bernin, artiste majeur de la Rome pontificale. Apporter une contribution éclatante au projet d'un nouvel art national français
utile au dessein d'hégémonie en Europe formé par Louis XIII et par Richelieu, aurait été une réussite évidente pour un homme engagé de manière tenace à être reconnu à la cour de France. Néanmoins, dans une lettre adressée à Mazarin le 22 novembre 1640 par Elpidio Benedetti, son agent à Rome, on lit « Le signor Cavalier Bernino a décidé de ne faire pour l'instant que le buste du très éminent monsieur le cardinal-duc, Richelieu. Et il me dit déjà qu'il l'a bien achevé, se persuadant, ça c'est une excuse, que son éminence va approuver cette idée, puisqu'il pourra mieux en jouir en les gardant dans ses chambres. Le cavalier dit qu'après, il fera la statue à Corpentier. Demander au Bernin de réaliser un portrait de Richelieu était, comme écrit Madeleine Laurent Portemer, une question essentiellement politique à une époque où les relations entre Urbain VIII et Richelieu étaient difficiles. Charles Ier, ce roi en qui les Barberini mettent tout leur espoir pour la reconquête de l'Angleterre au catholicisme, n'a obtenu en effet du Bernin qu'un buste. Accorder une statue à Corpentier à un Premier ministre, cardinal de la Sainte Église, certes, mais dont les rapports avec Rome sont alors tendus, pouvait passer pour une grâce excessive. À l'automne 1640, Van Dyck quitte Londres à cause de la guerre avec l'Écosse, se dirigeant officiellement vers Anvers pour garder l'atelier de Rubens qui venait de mourir. Mais sa véritable destination est Paris, où il est précédé par les recommandations de la reine Henriette d'Angleterre. D'après les biographies de Bellori et de Félibien, nous apprenons que Van Dyck souhaite d'obtenir la commission de la Grande Galerie du Louvre. Réaliser les portraits de Richelieu pouvait l'aider. Les soutiens de Mazarin pouvaient être un moyen de s'attirer les faveurs du Premier ministre et du roi. Une histoire parallèle à celle de Rubens à l'époque de Marie. Le buste en marbre de Richelieu, achevé par les Bernins en janvier 1941, ne fut pas pourtant réalisé d'après les peintures de Van Dyck, mais d'après celles de Philippe de Champaigne, que vous voyez. Les exploits des peintures préparatoires du buste de Charles Ier et de son épouse Henriette avaient pourtant lié les peintres flamands et l'artiste italien dans la recherche de représenter les traits psychologiques des souverains, afin de créer l'image exemplaire du prince moderne, idéal et idéalisé. Le Bernin et Van Dyck s'étaient montrés spécialement habiles, passant des portraits plus dynamiques de Charles Ier aux portraits assez idéalisés de la reine, une tendance de plus en plus poursuivie par l'artiste flamand dans la période anglaise. En 1941, l'objectif de réaliser une statue à Corpentier de Richelieu fut réaffirmé, de même que les projets d'associer Van Dyck et Bernin. Le 18 décembre, 2 jours après avoir été nominé cardinal, Mazarin écrit à Bernin annonçant qu'on va demander à Van Dyck un triple portrait de Richelieu du moment que c'est lui qu'on estime le meilleur. Est-ce qu'une critique envers Philippe de Champaigne? Mazarin dit aussi qu'on ira solliciter Van Dyck pour venir à Paris afin de faire des profits parfaits d'après lesquels on travaillerait à Rome. Évidemment, Mazarin ne connaît pas la nouvelle de la mort du peintre, survenue le 9 décembre 1941. En 1942, le Bernin écrit au cardinal de Richelieu pour le remercier du cadeau qu'il a reçu à la suite de l'envoi du buste en marbre. Bernin note que le cardinal Mazarin m'a dit que votre éminence souhaite que j'ai l'honneur de faire une statue à corps entier. Malheureusement, le 4 décembre 1942, Richelieu meurt. Le Bernin n'exécutera jamais la statue à corps entier du cardinal. Cependant, une statue en marbre, grandeur nature de Richelieu, chevalier de l'ordre du Saint-Esprit,
fut réalisée par Francesco Mocchi. Elle est conservée au musée du Pilori à Niort, affreusement mutilée pendant la Révolution française. À mon avis, elle pourrait avoir été commandée par l'ambassadeur d'Estrée à Rome, qui, comme nous lisons dans une lettre de Benedetti à Mazarin, de 1641, a demandé à monsieur le cavalier Bernin de lui fournir des profils et les mesures pour que la statue soit réalisée par un autre sculpteur. Ça, au sujet des questions politiques et des compétitions. De cette façon, l'ambassadeur français aurait cherché à gagner un prestige par rapport à Mazarin et à Antonio Barberini, qui, pour les raisons que j'ai mentionnées plus haut, avaient rencontré des obstacles à leur projet de faire réaliser par les Bernin les portraits à corps entier de Richelieu. Par deux. En 1788, lors d'une visite à l'hôtel Mazarin à Paris, Nicodemus Tessin Jr. observe que toutes les meilleures statues et les peintures, près de 700 originaux, ont été achetées par le roi. Néanmoins, les meilleures peintures sont encore là, de Guerchin, Carras, Salvatore Rosa et quelques portraits de Van Dyck. En 1948, au moment même où il remporte des succès dans les longues négociations pour donner fin à la guerre de 30 ans, Mazarin doit faire face à des oppositions internes qui conduisent au soulèvement du Parlement et l'année suivante à celui des princes. Ces événements aboutissent à son arrestation en 1650, on l'a déjà rappelé, et en 1951-52 à son exil à Boulle. Les troubles de la Fronde finis, en février 1953, le retour de Mazarin à Paris est triomphal. Heureusement, la dispersion, ça aussi on en a parlé, des tableaux déjà acquis depuis les années 41-42 avait été évitée. La passion du cardinal pour la peinture, surtout italienne, peut exploser. Les achats copiés d'objets d'art de tout genre reprennent. Les acquisitions, et Delphine nous a parlé des acquisitions d'après les collections de Charles Ier, et dans la correspondance, un des mots utilisés entre de Bordeaux et Mazarin, c'est que les tableaux de Van Dyck étaient nombreux et à bon prix. La question que nous posons est si l'achat des tableaux de Van Dyck par Mazarin suivit un critère averti et personnel, au-delà de leur qualité et du désir habituel chez les collectionneurs d'obtenir des œuvres de peintres prestigieux en concurrence avec d'autres illustres amateurs, afin d'obtenir le plus de visibilité. Dans les années 35-41, les événements qui concernent les peintures de Van Dyck en préparation des portraits du Bernin nous ont montré que cet objectif d'autopromotion est présent pour un Mazarin, fils d'un fonctionnaire de l'administration des fiefs Colonna, qui, en utilisant ces différents contacts, agit pour se bâtir ce que je peux appeler une généalogie sociale plus illustre. À propos des critères suivis par Mazarin dans le choix des tableaux de Van Dyck, Patrick Michel exprime une opinion précise qui a déjà été mentionnée, affirmant que le cardinal était préoccupé que ce soit un original de qualité, que les portraits représentent un modèle aristocratique, de préférence féminin, et qu'enfin, les prix demandés soient raisonnables, ce qui sous-entend inférieur, si possible, au cours normal. Ça pertient à la question de l'achat d'un tableau de Van Dyck, La mort et psyché. À l'exception de Saint-Jean au désert, parmi les œuvres de Van Dyck, Mazarin ne choisit que des portraits, laissant tomber tant les sujets profanes que les religieux, comme nous avons vu, abondants néanmoins dans sa collection. Cette exclusion
pourrait avoir été encouragé par le fait que ce type de sujet deviennent plus rares pendant la deuxième phase anglaise de l'activité de Van Dyck et pendant ses séjours à Anvers et à Bruxelles en 1634, période sur laquelle Mazarin s'appuya davantage pour ses achats. Une deuxième question que je pose est si le choix des portraits de Van Dyck par Mazarin fut-il lié aux objectifs politiques qu'il poursuivait, notamment à l'opposition tenace à la réunification des États allemands et à la lutte contre la monarchie espagnole, et s'occupant aussi également des affaires du duché de Lorraine, territoire stratégique aux limites nord de la France, et du destin de la Bohême et du Palatinat. Préciser les bornes chronologiques du choix des tableaux peut nous aider à répondre. Alors, au sujet des bornes, la réalisation des portraits de Van Dyck est limitée à 1641, date de la mort du peintre. D'après les inventaires de la collection Mazarin, nous apprenons que les achats des tableaux du peintre flamand ont lieu surtout entre 53 après l'exil du Nord, et 55, date limite de l'inventaire conçu par Colbert, une date que nous pouvons établir du moment que l'inventaire mentionne un portrait du pape Alexandre VII, élu en 55. Dans ce texte sont répertoriés 25 tableaux de Van Dyck, dont 9 sont cités comme un autre tableau par Van Dyck. Ça, c'est la façon de citer en 55, 52, c'est 50, dans les premiers inventaires. Sans autre précision que l'évaluation en livres. Selon Antoine Schnapper, les indications sommaires dans cet premier inventaire montrent que des négociations pour l'achat de quelques tableaux étaient en cours au moment de sa rédaction. En effet, dans l'inventaire de la collection Mazarin de 61, après décès, le nombre de tableaux de Van Dyck est 26, avec une seule acquisition supplémentaire par rapport au 55. Il s'agit d'un petit tableau représentant un homme habillé à la française valant 300 livres, non identifié. L'inventaire de 61 suit l'ordre de la liste de 53-55. Les tableaux dont les sujets indiqués dans la liste Colbert, la première, occupent la même position en 61, dont ils sont décrits avec des détails. Mais leur nombre se retrouve ainsi que leur évaluation en livres. Ça nous permet de penser que les achats en cours en 53, comme nous a expliqué bien Delphine, 55, ont abouti. Venons au sujet des portraits. Étant donné la multiplicité des versions qui caractérisent la méthode de travail de Van Dyck, invité à fournir des tableaux avec les mêmes sujets à des clients différents, l'identification de l'exemplaire ayant appartenu à Mazarin reste souvent problématique et sera exploitée ailleurs plus en détail. Les événements complexes liés à la dispersion de la collection après la mort du cardinal compliquent davantage la recherche. Un premier groupe de tableaux de Van Dyck, propriété de Mazarin, concerne la famille royale de France. L'inventaire de 61 décrit un grand portrait de la reine Marie de Médicis. Fille de François Ier de Médicis, elle fut la régine catholique du trône de France après la mort de son mari Henri IV en 1610. En 1630, après la journée des dupes, quand Louis XIII doit faire face à l'hostilité de sa mère envers la politique qu'il entreprend avec Richelieu, Marie fut obligée de partir à Bruxelles auprès de l'archiduchesse Isabelle, gouvernante des Pays-Bas. Son refuge est donc chez des Espagnols ennemis de la France. Pendant l'automne 1631,
Marie, accompagnée par son fils Gaston d'Orléans, réside à Anvers et commande son portrait, amandique aussi de Gaston, qui compose une subtile mise en scène de sa grandeur et de sa dignité indéfectible. Sobrement vêtue de noir, assise sous un dais noir, symbole de la reine veuve, elle est placée à l'entrée d'une grotte ouvrant sur la vue d'Anvers, où on le reconnaît le fleuve Escaut, le château fortifié du Stein et la tour de la cathédrale. À ses pieds, un petit épagneur souligne sa fidélité à son fils Louis XIII. Je peux couper, sorry. Tandis qu'à sa droite, la couronne de France sur un dais, sur une petite table, rappelle son rang malgré l'exil. Le rocher de la grotte peut symboliser la force du modèle ou sa solitude, à l'image de Marie-Madeleine dans le désert. L'archiduchesse Isabelle, Claire Eugénie, est la fille de Philippe II d'Espagne. En 22, à la mort de son mari, Albert d'Autriche, elle avait accepté d'endosser les fonctions de gouvernante générale des Pays-Bas bourgeois, se proposant comme une ardente représentante du catholicisme en ces terres de frontières confessionnelles. En 28-29, Van Dyck est son peintre officiel. En 1934, Van Dyck, il rentre de l'Angleterre pour environ une année. Et à cette époque, remonte les portraits du cardinal Enfant, successeur d'Isabelle comme gouverneur des Pays-Bas du Sud. Le cardinal Enfant est Ferdinand d'Habsbourg, le frère cadet du roi Philippe IV d'Espagne. Et Mazarin possédait aussi, on l'a cité un portrait aussi de Rubens de lui. Les portraits de Van Dyck, du cardinal Enfant que nous voyons, est un portrait en demi-figure qui le représente vêtu en broderie d'or et un juste au corps rouge chamarré d'un galon. Ces portraits, peut-être copie de celui du Prado, celui de Mazarin était une copie de celui qui est au Prado, fut réalisé pour commémorer l'entrée triomphale de Ferdinand à Bruxelles, un honneur que la ville, peu souvent favorable aux catholiques, lui rendit le 4 novembre 1934, après la victoire contre les forces protestantes suédoises à Nördlingen. Néanmoins, Ferdinand se trouva bientôt obligé de donner la preuve de ses capacités contre les armées françaises. En février 1935, Louis XIII conclut un pacte avec les Provinces unies du Nord et le 19 mai, il déclara la guerre aux Pays-Bas espagnols. Au séjour de Van Dyck à Bruxelles, remontent aussi les portraits grandeur nature de Marguerite d'Orléans et de sa sœur Henriette de Vaudemont-Falsbourg, décrit ainsi dans l'inventaire de 61. Madame la duchesse d'Orléans, debout, habillée de noir, avec une jupe de brocart, tenant un éventail dans sa main gauche. Les portraits d'Henriette, que vous voyez à droite, présente la princesse d'Elphansbourg, en veuve, habillée de noir, posant sa main droite sur un mort. Marguerite et Henriette sont les filles de François II de Lorraine et les sœurs de son héritier Charles IV, qui apporte son soutien aux ennemis du roi de France, consentant aussi au mariage de Marguerite avec Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, et son opposant. Gaston se réfugia en 1929 à la cour de Lorraine, où il continua à comploter contre son frère. En 1932, avec l'accord de sa mère, Marie de Médicis, Gaston épousa Marguerite secrètement. Louis XIII, à l'époque sans enfant et souvent malade, considérait comme une menace le mariage entre Gaston et un membre de la puissante famille lorraine.
Richelieu suggéra la conquête de la Lorraine. Entre 31 et 33, Louis XIII envahit 3 fois ce territoire. En septembre 33, fut signé le traité de Charmes. Le duché de Bar demeura occupé jusqu'à la prestation de l'hommage exigé et les ducs dut céder la ville neuve de Nancy aux Français pour 4 ans. Charles IV s'engageait aussi à livrer à Louis XIII la princesse Marguerite, réfugiée à Bruxelles. En 1934, Charles IV préférera abdiquer. Irrité par l'inaction de son frère, Henriette forma l'idée de partir elle-même en guerre. Je cite, « Cette femme est un démon. C'est un esprit vaste, capable des choses les plus hardies. Il faut la mettre en lieu sûr. » Ainsi, le cardinal de Richelieu décrit-il l'impétueuse princesse, qu'enfin s'est résolue à rejoindre sa sœur à la cour de l'archiduchesse Isabelle à Bruxelles. La naissance du futur Louis XIV en 1938 et la mort du cardinal de Richelieu en 1942 dénoueront les rapports entre Louis XIII, son frère Gaston et Marguerite. Pourtant, Louis XIII voit les deux le 6 mai 1943 et il meurt le 14 mai. À la collection Mazarin appartient aussi plusieurs portraits anglais de Van Dyck. Pendant son activité au service de Charles Ier d'Angleterre, les versions de même sujet se multiplient. La production de l'artiste doit satisfaire à la volonté de célébrer les souverains et sa famille, de décorer de nouvelles résidences royales et de répondre à la coutume d'offrir des tableaux aux amis et alliés les plus fidèles. L'organisation de l'atelier de Van Dyck, bien décrite par Bérard Jabat, devient industrielle. Dans les inventaires de la collection Mazarin, on trouve un petit portrait de Charles Ier et un portrait de même taille de son épouse Henriette Marie. On y voit la reine d'Angleterre habillée de blanc à l'anglaise avec des perles et diamants. Henriette Marie contribua largement à orienter la politique de Charles Ier dans un sens centralisateur, ainsi que pour une plus grande tolérance envers les catholiques. Un des protagonistes de cette politique fut Guillaume Law, évêque de Londres en 1628, qui soutint les rois dans la bataille pour imposer le culte anglican qui fut à l'origine des guerres des évêques qui se terminèrent par de lourdes défaites de Charles Ier. Laud, exécuté en 1945, est représenté à plusieurs reprises par Van Dyck vers 1633, année où il devient archevêque de Canterbury. Mazarin garde l'exemplaire de 1,21 m par 97 cm environ, dimension que l'on retrouve chez les tableaux du Fitzwilliam Museum. Et il y a une autre version, mais pas à peu près de même dimension, à l'Ermitage. L'inventaire de Mazarin de 61 cite également 3 portraits de princes d'Angleterre réalisés en 1935. Les tableaux représentent les fils aînés de Charles Ier et d'Henriette, Marie, Charles, Jacques. 2 vont devenir rois d'Angleterre. À la demande du père, il fut exécuté en 2 versions successives pour adapter les vêtements de petit Charles à sa future dignité du roi. La reine Henriette le commanda pour l'offrir en cadeau à sa sœur, Marie-Christine, épouse du duc de Savoie. En effet, une version se trouve à Turin, à la galerie Sabauda. Elle est plus grande que celle conservée à Windsor, que vous voyez, qui est plus proche en taille de celle de la collection Mazarin. L'inventaire de 61 cite aussi les portraits d'une femme vêtue de bleu, une écharpe, un vase et autres choses, identifiée avec Anne Carr, fille du comte de Somerset, favori du roi James Ier, épouse de William de Bedford. À l'origine du silence de l'inventaire sur l'identité du sujet de ce portrait se trouverait l'attitude douteuse du comte de Bedford,
qui, en 1942, se range du côté des parlementaires pour redevenir ensuite fidèle au roi, puis à nouveau se positionner dans les champs opposés. Larsen date le portrait d'Anne de 1635-40 avant le début de cette redoutable histoire. En 1942, pendant la guerre civile en Angleterre, Henriette Marie, la reine, accompagne aux Provinces-Unies sa fille Marie, épouse à 9 ans, 10 ans, de Guillaume II d'Orange-Nassau, allié de France et fortement engagé dans la restauration de Charles Ier sur le trône. L'inventaire dit la toile représentant Marie, la princesse d'Orange debout, habillée de bleu. En 1941, peu avant de mourir, Van Dyck avait réalisé 2 portraits de la jeune princesse âgée de 9 ans. Et il se chargea d'emmener un de l'Angleterre à l'Hollande. Les nombreux tableaux de Van Dyck pour Sir Kelham Digby se rapportent aussi au milieu de Charles Ier et d'Henriette d'Angleterre. Philosophe, bibliophile, homme de sciences, collectionneur, reconverti au catholicisme en 1935, Digby est à Londres à partir de 1932. Pendant la guerre civile, il suit la reine Henriette-Marie à Paris en tant que trésorier. Il voyage à Rome afin de recueillir des fonds pour la couronne d'Angleterre. Ici, il se lie d'amitié avec Giampiero Bellori et lui fournit de nombreuses informations utiles pour écrire la biographie de Van Dyck. Mazarin possède les tableaux représentant les milords Digby tenant un baston et la visière d'un casque. Et les portraits allégoriques de sa femme Venezia en Prudence, que nous avons déjà vu. Il s'agit d'une peinture allégorique. Ces tableaux se datent avant 1933. Il s'agit d'une peinture allégorique riche et complexe, réalisée en 2 versions, tous les 2 importés par Digby à Paris. Mazarin possède la plus petite, tandis que la version grandeur nature se trouve à Milan au Palazzo Reale. Le tableau est décrit ainsi dans l'inventaire de 61. Une dame enveloppée d'un manteau rouge, tenant un serpent de la main droite et appuyée de la gauche sur une table où il y a 2 colombes et 3 anges au-dessus. Venezia mourut en 1633 à 33 ans, provoquant une douleur inoubliable à son mari. Un tableau permettait de blanchir sa réputation ternie avec toute la puissance de l'art. Les pigeons, symbole de pureté et de chasteté, indiquent la loyauté conjugale de Lady Digby, le serpent sa sagesse. L'homme à moitié nu, avec le masque sur la nuque, est une figure allégorique de la duplicité écrasée par la supériorité morale de Venise. Les gens vertueuses de Lady Digby piétinent les cupides, personnifiant les tentations de l'amour. À la collection Mazarin appartenait aussi un couple de tableaux grandeur nature, malheureusement perdus, représentant l'un Elizabeth Stuart, la sœur de Charles Ier, et l'autre son mari Frédéric V, électeur du Rhin-Palatinat, un prince protestant. Élu en 1619 roi par les États de Bohême au détriment de Ferdinand d'Habsbourg catholique, en 1620, Frédéric fut défait à la bataille de la Montagne Blanche. Il fut exilé et accueilli à La Haye auprès de Guillaume II d'Orange, que nous avons déjà cité, avec sa femme, où il rencontra Van Dyck. Et là, il y a les portraits. Nous sommes à l'origine de la politique de Richelieu de soutien aux efforts protestants pour contrer l'hégémonie catholique des Habsbourg. La présence des portraits dans les années 43-48, la sœur du Haut-Palatinat est encore au cœur des discussions au Congrès pour la paix, où Mazarin avait été représentant de la France en 1640. La présence des portraits de Frédéric V et d'Elizabeth Stuart dans la collection de Mazarin, pourrait être un repère d'une situation clé de la guerre des 30 ans. Dans la collection Mazarin, nous avons des autres portraits grandeur nature.
celui d'un gros et grand homme vêtu de noir comme les premiers huissiers du Conseil de Brabant, que Miller identifie avec l'Écossais Thomas Hamilton, Earl of Haddington. L'autre portrait représente une femme debout habillée de noir avec un mouchoir à dentelle, identifiée par Miller comme Frances, duchesse de Richmond, épouse du duc de Lennox, écossais, membre de la cour de Jacques Ier d'Angleterre. Un autre tableau de la collection Mazarin, et nous sommes à la fin, grandeur nature, représente une figure grande debout près d'une colonne habillée de noir, appuyée sur une canne. Il s'agirait du portrait du baron d'Antragues, c'est-à-dire Guillaume de Crémaux, capitaine-lieutenant de la compagnie des gendarmes de Son Altesse de Savoie, entretenu en France. Enfin, l'inventaire des 61 cite les portraits du médecin anversois de Van Dyck, Lazarus Maharchisus, qu'une gravure permet de reconnaître. Puis, enfin, ces portraits de Van Dyck, de petite taille, dont les sujets n'ont pas été identifiés. Et ça, ce sont les parties de l'inventaire qui les décrivent. En conclusion, les tableaux de Van Dyck sélectionnés par Mazarin sont de qualité, mais on peut supposer qu'ils ont été intégrés à la collection avant tout pour leur contenu, restitués au mieux par les formats grandeur nature qui caractérisent 8 des 25 portraits du peintre inventoriés dans les propriétés Mazarin. Il s'agit d'un genre d'image qui permet, les grandeurs nature, de représenter les statuts historiques du sujet au mieux, grâce à la présence abondante de détails relatifs à l'environnement et aux vêtements. Les choix du cardinal nous paraissaient bien orientés, car sa sélection de sujets se situe du côté des personnages pro-catholiques, en particulier les princes de la cour de France, avec les liens lorrains, et les membres de la cour anglaise fidèles à Charles Ier Stuart. Il semble possible de conclure que parmi les œuvres disponibles de Van Dyck, les choix Mazarin se sont tournés avec un intérêt spécial vers les personnages liés à la période de son ascension aux côtés de Richelieu, c'est-à-dire aux événements des années 30-42, qui concernent les régions de l'Italie du Nord et surtout les États de l'Empire du Nord, théâtre des conflits contre les Habsbourg. Cet intérêt orienté est confirmé par les caractéristiques des autres portraits du XVIIe siècle inclus dans l'inventaire des 61, dédiés également à des personnalités contemporaines. Parmi les artistes français se signale un portrait monumental du pape Alexandre VII, 7 pour 5 pieds environ, de Pierre Mignard. De Simon Vouet, nous avons un portrait d'Anne d'Autriche au naturel et 3 tableaux consacrés au souverain de Portugal appartenant à la maison de Bragance, qu'en 1640 rétablit ses droits au trône en chassant les Habsbourg. L'inventaire des 61 indique également les portraits de la reine de Suède, on a déjà parlé, Christine, du roi et de la reine de Pologne, de la famille Vasa, adversaire des Habsbourg. Une dizaine de portraits concernent la famille de Mazarin, notamment Maria Mancini et aussi Laura Martinozzi et son époux, le duc de Modène, partis d'un groupe de 4 grands tableaux, 7 pour 4 pieds, qui comprend les portraits des cardinaux d'Est. 13 tableaux représentent le roi et la reine d'Espagne et des membres de la cour. Il y a aussi 241 portraits des papes depuis Saint-Pierre jusqu'à présent. Les tout sont cotés 751 livres, donc il doit être pas de grande qualité. Comme l'a remarqué Patrick Michel, l'absence de Barberini est surprenante. D'autre part, la collection des portraits ayant appartenu à Mazarin témoigne d'une réalité historique où les vicissitudes des parties en conflit s'entremêlent et évoluent rapidement. La curiosité du cardinal s'ouvre aussi aux adversaires du pouvoir de Louis XIII et du cardinal de Richelieu,
comme Marie Médicis ou les princesses de Lorraine, solidaires avec Gaston d'Orléans, ainsi que représentants du monde des Habsbourg d'Espagne, comme le prince Ferdinand, ou le grand électeur Frédéric du Palatinat. En 1955, quand les acquisitions des tableaux de Van Dyck de la part de Mazarin aboutissent, il y a aussi un premier traité, on a déjà parlé de ça, avec Olivier Cromwell, qui, 2 ans après, il y a l'alliance offensive avec Cromwell envers l'Espagne, contre l'Espagne, dans le cadre général du projet anti-habsbourgeois. Cet impact problématique entre deux chefs politiques ne partageant pas la même foi et dont les relations sont compliquées par l'attitude de Cromwell à l'égard des catholiques en Angleterre et dans les villes flamandes, et de même que de la persécution des Vaudois dans les duchés de Savoie. Un pacte qui s'inscrit d'une façon exemplaire dans les clairs-obscurs de la vie diplomatique auquel la biographie de Mazarin s'identifie. En conclusion, je vous présente un poème de Marcel Proust de 1896 qui évoque les qualités picturales de l'art de Van Dyck, auquel un collectionneur sensible et expert comme Mazarin fut, au-delà de son intérêt privilégié comme Mazarin fut un cultivé et averti, collectionneur cultivé et averti, au-delà de son intérêt, à mon avis, privilégié pour les qualités historiques des portraits de sa galerie. Je ne lis pas les mots de Proust parce que il pourrait n'être pas trop longue et il faudrait une voix masculine et française. Donc, si vous voulez, quelqu'un peut lire. Mais il est bon. Donnez-moi, Aspetta, tu es mieux comme ça. C'est pas trop long. Non, c'est un peu long. Ah oui, c'est un peu long. Non, il y a des parenthèses. Non, il y a des parenthèses, tu peux couper où il y a les parenthèses. 12, oui, et surtout les vers de Marcel Proust n'ont pas une réputation, n'ont pas une très haute réputation. 12 fiertés des cœurs, grâce noble des choses, qui brillent dans les yeux, les velours et les bois, beau langage élevé du maintien et des poses, héréditaire orgueil des femmes et des rois. Tu triomphes, Van Dyck, prince des gestes calmes, dans tous les êtres beaux qui vont bientôt mourir, dans toute belle main qui sait encore s'ouvrir, sans s'en douter, qu'importe, elle te tend les palmes. Halte de cavaliers sous les pins, près des flots, calmes comme eux, bien proches des sanglots. Enfants royaux déjà magnifiques et graves, vêtements résignés, chapeaux à plumes braves, et bijoux en qui pleurent, ondes à travers les flammes, l'amertume des pleurs dont sont pleines les âmes. Trop hautaine pour les laisser monter aux yeux. Et toi, par-dessus tout, promeneur précieux, en chemise bleu pâle, une main à la hanche, dans l'autre un fruit feuillu détaché de la branche, je rêve sans comprendre à ton geste et tes yeux. Debout me reposer dans cet obscur asile, duc de Richmond, ô jeune sage, ô charmant fou, je te reviens toujours, un saphir à ton cou, à des feux aussi doux que ton regard tranquille. Voilà. Bon, finalement, c'est pas si mal. Non, c'est bien.